signifient rien, ne correspondent jamais à ce qu'ils s'efforcent d'exprimer. N'ayant qu'une valeur relative, les mots ne peuvent nous faire pénétrer jusqu'à la connaissance profonde des choses. Seule l'intuition peut nous rendre ce service. Comme la Mélisande de Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, les héros de Faulkner semblent dire « Je ne comprends pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je sais, je ne dis plus ce que je veux. » Faulkner n'ignore pas la puissance de l'inexprimé. Alors, pour ce qui est du monologue intérieur, si vous voulez que je vous dise deux mots du monologue intérieur, c'est un procédé de narration littéraire expérimenté en 1887 donc par Édouard Dujardin. Il a pour objet d'évoquer le flux ininterrompu des pensées qui traversent l'âme du personnage au fur et à mesure qu'elles naissent sans en expliquer l'enchaînement logique. Ce qu'il faut bien voir par monologue intérieur, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monologue intérieur décrit la pensée naissante. Ce n'est pas un monologue que l'on se fait à soi-même en quelque sorte. C'est la pensée naissante qui est retraduite par l'auteur dans l'ouvrage. C'est comme dans un livre, on a un personnage en train de penser. En train de penser. Voilà. Et cette pensée, alors, et c'est vrai chez William Faulkner, ça peut être la pensée d'un fou, ça peut être la pensée d'une personne idiote, etc. Et donc, ce qui rend parfois incompréhensible le texte que l'on lit et que l'on a du mal à rétablir dans l'histoire elle-même. Merci, Olivier. Alors, je voudrais terminer par, si j'ai encore quelques minutes, à moins que ça ne soit ennuyeux pour les gens. C'est-à-dire qu'il faut nous dire sur quoi, on vous dira oui ou non. Alors, c'est sur Raymond Queneau, c'est un ouvrage de Gallimard. Voilà, un ouvrage de Gallimard. Alors, c'est un ouvrage d'artiste, d'art en quelque sorte. Je ne sais plus, c'est 100 000 milliards de poèmes. Hein. Je pense que vous devez le connaître au moins de réputation. Voilà comment il se présente, et c'est un ouvrage dans lequel, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a des lamelles. Vous voyez, c'est un ouvrage qui est constitué de 10 sonnets. Et chacun des 10 sonnets peut être lu indifféremment avec le premier sonnet. Voilà. Alors, je vais vous en dire deux mots. Vous voyez comment l'ouvrage se présente. Là, on ne le voit pas. On voit rien. Alors, je vous montre de voir, regardez. Quand même, on nous oublie un peu. Donc c'est un ouvrage qui est formé de lamelles. Hein, voilà. Et chacune des lamelles contient un vers. Et chacun des poèmes, c'est un sonnet. Il y a 10 sonnets en tout, et chacun des sonnets donc, est constitué de 10 lamelles. Vous pouvez lire à l'infini, il y a des combinaisons. Oui, il y a donc des combinaisons, mais là je vais vous donner quelques précisions. Donc c'est un ouvrage édité par Gallimard, ça tombe bien, puisque vous voulez parler de Gallimard. Il y a le sigle NRF qui apparaît ici, Nouvelle Revue Française, et il est postfacé par François Le Lyonnais. Alors Raymond Queneau et François Le Lyonnais sont deux auteurs qui ont créé l'Ouvroir de littérature potentielle, hein, qui est une co-commission du collège de Pataphysique. Alors 100 000 milliards de poèmes. Après Lycophron de Chalkis, poète grec du IVe siècle, avant Jésus-Christ. Donc il ne reste de lui qu'un poème intitulé Alexandrie. C'était un autre nom de Cassandre, disons de la guerre de Troie. Voilà. Après donc cet auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ, après les grands rhétoriqueurs du XVe siècle, après Raymond Roussel, ces pasticheurs par anticipation de la littérature expérimentale, Raymond Queneau, inventeur de l'Oulipo avec François Le Lyonnais, publie Exercice de style et 100 milliards de poèmes. Exercice de style, c'est aussi un ouvrage de Raymond Queneau qui est édité chez Gallimard dans la collection Blanche et qui contient 99 récits, le même récit écrit de 99 manières différentes, sous des formes différentes. Donc c'est une autre contrainte littéraire issue de l'Oulipo qui a été publiée pratiquement la même année que cet ouvrage. 100 000 milliards de poèmes est un recueil de sonnets au nombre de 10, tous réguliers, inspirés par le livre pour enfants intitulé Tête folle. Chaque vers, placé sur un volet, le lecteur peut composer 10 puissance 14 sonnets différents. À chaque premier vers, au nombre de 10, on peut faire correspondre 10 seconds vers différents. Il y a donc 100 combinaisons différentes des deux premiers vers. En y joignant le troisième, il y en aura 1000 et ainsi de suite. Cette machine, ce livre c'est une machine, cette machine à fabriquer des poèmes offre un nombre limité certes, de sonnets, mais fourni en lisant toute la journée, 365 jours par an, pour 190 258 et 751 années de lecture.
plus quelques plombes et broutilles, sans tenir compte des années bissextiles et autres détails. Signalons qu'au-delà du domaine du langage, en 1740, Jean-Jacques Rousseau, en représentant les notes de la gamme par des nombres, ouvrait des possibilités qui ont tenté John Cage, admirateur de Marcel Duchamp, et l'école de musique algorithmique de Pierre Barbeau. Mozart, quant à lui, comme plus tard Stockhausen, introduisent des permutations de phrases musicales et en peinture, pour ne prendre qu'un seul exemple, en dehors des travaux de Lou Pimpeau, l'ouvroir de peinture potentielle, le mobile lumineux de Franck Malina permet 2047 combinaisons. La reliure de cet ouvrage, il faut le dire en deux mots, comme le rappelle le dossier numéro 17 du Collège de Pataphysique, a eu son aspect social. Après le passage des livres au massicot, il a fallu ébarber les intervalles laissés entre les lamelles. Des ouvrières ont dû y procéder avec des pinces à épiler. Ce travail de patience les impatienta vite. Et devant la nervosité croissante de ces dames, la direction eut recours à une pharmacopée à base de bromure. On ne sut point comment maris et amants apprécièrent cette conséquence de la littérature potentielle, mais l'inspection du travail, alertée par une demande de remboursement de la sécurité sociale, tensa vertement la direction pour ce manquement à l'habeus corpus. Même si, comme le dit Turing, cité en exergue dans l'ouvrage, seule une machine peut apprécier un sonnet écrit par une autre machine, nous souscrivons, nous, aux propos de Lautréamont, pour qui la poésie doit être faite par tous, non par un, sinon au cri, cynisme assumé, du vieux de la montagne sur son lit de mort, rien n'est vrai, tout est permis.